À gauche, nous assistons à une course-poursuite, plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche. D'ailleurs, ça ne profitera pas au Parti socialiste, ça profitera à tous ces groupuscules de gauche qui s'associent actuellement avec le Parti communiste pour essayer de faire une espèce de révolution sociale un peu partout, chaque fois qu'on le peut. Le Parti socialiste est un parti de gouvernement. À trop jouer ce jeu-là, il n'aura pas le vote des Français comme il espère. Et ce sera tant mieux. Et il y a la gauche, mais il y a également l'UDF, François Bayrou, qui parle d'un budget qui n'est ni juste, ni fiable, ni sincère, et qui dit qu'il ne voit pas comment l'UDF va pouvoir le voter. Qu'est-ce qui se passe si l'UDF ne vote pas le budget? Je ne sais pas ce que fera François Bayrou. François Bayrou, il doit sans doute lui aussi penser, peut-être qu'un certain nombre de critiques qu'il formule aujourd'hui, lorsqu'il était en charge au gouvernement, aurait-il dû les formuler à cette époque-là. À cette époque-là, il était bien discret. Et aujourd'hui, il faut savoir dans quel camp il veut être. Dans la Ve République, on est d'un camp ou on est de l'autre. Il n'y a pas le principe des vases communicants. Bayrou croit que quand le gouvernement est affaibli, qu'il rencontre des difficultés, quand ça ne va pas très bien à l'UMP, encore qu'on se porte très bien à l'UMP avec 170 000 adhérents à jour de cotisation, il croit que ça lui profite à lui, mais pas du tout. Ça profite à la gauche et même aujourd'hui à une gauche extrême. Et s'il vote pas le budget, il y a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais il sera encore dans la majorité? C'est lui qui, au fur et à mesure, s'éloigne de la majorité. Je ne suis pas sûr que ces députés et ces sénateurs soient aussi favorables à cela, car eux, ils ne peuvent pas oublier qu'ils ont été élus par une force commune de la droite républicaine et du centre. Jean-Claude Gaudin, merci, c'est le mot de la fin. Laurent Romeshko, c'est à vous. Merci messieurs, bonne journée. Allez, avant de poursuivre, on va aller faire un petit tour aux quatre coins du monde, une petite promenade par l'Autriche, l'Australie, l'Allemagne et bien d'autres pays, puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. Je suis tellement contente de notre Toyota Corolla Verso. C'est vrai, au départ, on la voulait rouge. Mais bon, en fait, on l'a prise en noir, comme ça. Ça va avec tout. Je voulais une grande voiture pour les enfants. Et il fallait aussi qu'elle soit pratique, avec beaucoup de place. J'adore tous les équipements. Et je voulais qu'elle respecte l'environnement. C'est important aussi. Enfin, je l'adore, quoi. Je l'adore, on l'adore. C'est génial. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'as mal à la tête? Non. Toyota Corolla Verso. Nouvelle motorisation D4D Clean Power. Le diesel propre par Toyota. Serenity, nos sièges sont intelligents. Ils suivent tous les mouvements de votre corps pour votre bien-être. Serenity, oubliez la pesanteur. Pour découvrir les offres spéciales du mois Serenity et recevoir la brochure gratuite, appelez le 0825 307 000. Testons le confort extrême de Playtex Just My Style. Playtex enveloppe vos seins de bien-être. Des micro-coussins sous les bretelles et sous les armatures pour découvrir une révolution de confort. Playtex Just My Style, être bien, être belle. Prête pour une intervention contre les rides? Découvrez Combleur Collagène de L'Oréal Paris. Pratiquez vous-même le nouveau geste anti-rides. Sa texture gomme de silicone estompe les rides en surface, tandis que les biosphères de collagène prennent jusqu'à 9 fois leur volume pour remonter le creux de la ride. Instantanément, les rides s'estompent. En 3 semaines, elles sont comme regonflées. Mes rides sont comblées. Et moi aussi. Combleur Collagène de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Oui, c'est chaud! Voici le gant anti-chaleur. Ces fibres modernes Nomex et Kevlar, déjà utilisées par les pompiers et l'industrie, vous protègent jusqu'à 350 degrés de la chaleur et des flammes. Grâce à ces 5 doigts, vous pouvez saisir, tenir, déplacer ce qui est très chaud. L'essayer, c'est l'adorer. Le gant anti-chaleur, la sécurité au bout des doigts. Plus besoin d'être un grand cuisinier pour préparer de beaux filets de thon. Et voilà, les filets de thon de Saupiquet, tout le plaisir du thon en filet. Hello, Marseille. Can you hear us? Comment on s'en sort? Avec ça. C'est un téléphone. Ça fait téléphone, internet
et visioconférence. Arrête de tripoter la télé. Konnichiwa. Travailler ensemble à la puissance Cisco. Mégane Renault Sport, la route maîtrisée. Christine, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on va évoquer ce matin un sujet qui fait beaucoup parler depuis quelques temps, un sujet sensible, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On va parler de la pollution automobile. C'est vrai qu'elle est largement présente, notamment dans les agglomérations. Il y a des mesures qui vont être prises. On montre très souvent du doigt les gros véhicules 4x4, à juste titre. À juste titre, c'est vrai que ce sont des véhicules qui polluent. Mais on a l'impression qu'il n'y a que les 4x4 qui polluent et tous les 4x4. C'est pas le cas, forcément. C'est pas le cas, forcément. Les détracteurs, justement, souhaitent leur interdire l'accès aux villes. Pourquoi que les 4x4 Peut-être que le problème, c'est qu'une grosse voiture n'a peut-être pas sa place en ville, mais pas uniquement les 4x4 à ce moment-là. Donc nous, on a voulu savoir si cette polémique était fondée ou pas. Et je vous propose de regarder le résultat. Les 4x4 sont montrés du doigt en ce moment. En tant que président de la Fédération française de 4x4, je suppose que vous le vivez plutôt mal. C'est le moins qu'on puisse dire. On estime que c'est une nouvelle forme de discrimination à l'égard d'un certain nombre de possesseurs de véhicules qui aujourd'hui ont acheté des véhicules qui sont disponibles sur le marché et qui, pour la plupart d'entre eux, ont des niveaux de consommation largement inférieurs à beaucoup de nos berlines et c'est pour le moins surprenant. Je pense que les 4x4 n'ont pas, sans doute pas, leur place dans la ville. On a des statistiques sur la moyenne des voitures immatriculées en 2004, par exemple. Les 4x4 ont des émissions unitaires de 30% supérieures à celles d'une berline équivalente. Un monospace par rapport à une berline, c'est 20% aussi de consommation en plus. Les voitures anciennes qui ne sont pas catalysées, qui ont 10-20 ans, polluent presque 20 fois plus qu'une voiture qui sort aujourd'hui. Alors la question est de savoir aujourd'hui lequel de ces deux carburants, essence ou diesel, est le plus polluant, car la vérité est qu'ils le sont tous les deux. Le diesel par rapport à l'essence, je dirais, il est moins mauvais sur le plan des consommations et du CO2, à peu près 20% en moins en termes d'émissions de CO2, mais il est plus gênant que l'essence en termes d'impact sur la qualité de l'air, de la santé, parce qu'il émet plus d'oxyde d'azote et plus de particules. Une solution pour réduire ces effets nocifs existe, il s'agit du filtre à particules, mais seuls 4% des véhicules diesel en sont équipés. C'est un phénomène d'ensemble. Quelle est la place de la voiture en ville? C'est vrai que de nombreux efforts sont déployés par la mairie de Paris en ce moment pour effectivement réduire la place de la voiture avec plus de tramways, plus de voies cyclables, etc. Je pense que ce sont une des solutions. La voiture idéale pour la ville, c'est la voiture électrique parce qu'il n'y a pas d'émissions de CO2, de dioxyde de carbone, il n'y a pas de pot d'échappement, donc pas de polluants, il n'y a pas de bruit. L'inconvénient, c'est son autonomie limitée, 80 km. Plusieurs constructeurs se sont lancés dans la production de moteurs hybrides. On constate effectivement avec ce type de motorisation, mixte, thermique et électrique, un gain considérable en matière de CO2 et en matière de consommation. Le problème, c'est que son prix est encore un peu élevé, mais dans les années à venir, ce type de motorisation, de nos points de vue, va se développer et ce sera un bénéfice pour l'environnement. Donc les voitures hybrides qu'on vient de voir, Toyota Prius, Honda Civic IMA et Lexus RX 400H. Très bien, on retiendra la date de 4x4. La date, c'est beaucoup de choses. La date du 1er janvier 2006. Le 1er janvier 2006, les voitures qui polluent qui émettent plus de 200 grammes
par kilomètre de CO2, donc de gaz carbonique, seront surtaxés. Donc seront concernés évidemment un certain nombre de 4x4, mais d'autres voitures comme les monospaces, comme certaines berlines. Donc pas uniquement les 4x4. Et puis je crois surtout qu'il faut éviter d'essayer de marginaliser comme ça les gens qui possèdent les 4x4, parce que demain ça peut être une autre catégorie. Je crois qu'il faut plus qu'on travaille tous ensemble pour l'environnement. Et justement, on a le site de l'ADEME, donc qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc www.adem.fr, et vous retrouvez un certain nombre de conseils justement pour consommer moins, pour polluer moins, mais dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine automobile. Vous pouvez même tester votre voiture, voir si votre voiture est une voiture qui pollue ou pas, et la voiture qui correspond par exemple à vos besoins. Avoir les bons gestes et les bonnes attitudes pour préserver l'environnement et puis réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça ne passe pas que par l'automobile. On va passer par la météo. Donc merci Anne-Christine. Avec Valérie Alexandre pour le temps de cette journée de mardi. Valérie, bonjour. Bonjour. Il y a des nuages, il y a de la pluie qui circule sur le nord-ouest. Ouais, pas trop de changement par rapport à hier, même situation. On regarde la carte tout de suite pour ce matin. La perturbation qui est arrivée hier sur notre pays, eh bien, on la retrouve cette fois-ci des Charentes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, avec des vents à 70 km/h à l'intérieur des terres. Retour des éclaircies sur la Bretagne et sur le Cotentin. Attention au vent à 90 km/h sur les côtes. Et puis, vous le constatez, un ciel voilé à l'avant de cette perturbation et quelques entrées maritimes du côté du Languedoc. Alors, du grand beau temps en revanche sur la Corse. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouvera pratiquement la même carte. Cette perturbation, on la retrouvera des Charentes cette fois-ci jusqu'aux Ardennes. À l'arrière, toujours un temps plus agréable. Et puis à l'avant de cette perturbation, un ciel voilé. Toujours ces entrées maritimes sur le Languedoc. Les températures en hausse, c'est toujours très douce pour la saison. 7 la minimale du côté de Grenoble et 19 à Saint-Jean-de-Luz. Et l'après-midi, eh bien, douce et en hausse, 24 degrés. La maximale sur Saint-Jean-de-Luz et du côté d'Ajaccio. À tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 octobre. Il est 8h, c'est l'heure du journal, une édition présentée par Olivier Galzi. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour à vous. Entre 6 et 9 milliards de dollars, c'est l'addition salée laissée par l'ouragan Wilma aux États-Unis. Le danger est maintenant écarté, mais en Floride, l'heure du bilan a sonné. Jean-François Firet. La fureur du cyclone s'éloigne maintenant de la Floride. Hier, toute la journée, les vents ont soufflé à plus de 200 km/h, provoquant inondations et coupures d'électricité. Selon un bilan encore provisoire, 4 personnes sont mortes dans la chute d'arbres ou de pylônes. Les dégâts matériels sont quant à eux estimés à 9 milliards de dollars. Les vitres de ces tours de Miami ont volé en éclats. En sous-sol, les garages sont submergés. À Key West, la station balnéaire la plus sévèrement touchée, les bateaux se sont retournés. Ce plaisancier raconte qu'il a cru couler. Les mâts de son embarcation ont été détruits. À Cuba, frappé dimanche et lundi par le cyclone, les rues de La Havane ne sont toujours pas asséchées. Les secours sont débordés. Le vent et le courant sont contre nous. On doit travailler tous ensemble pour assurer la sécurité. Au total, 700 000 personnes ont dû être évacuées. La touristique Cancun au Mexique est elle aussi méconnaissable. Et pendant que la police arrête les pillards, 35 000 vacanciers attendent un avion pour rentrer chez eux. Mais en vain, le gouvernement n'autorise que les vols humanitaires en aide aux milliers de sans-abri. Et le gouvernement qui a autorisé pour ce matin des vols spéciaux pour les rapatriés. Et puis le passage du cyclone n'a pas arrêté non plus la marche de la haute finance américaine. Depuis hier soir, elle a trouvé son nouveau patron. Il a été adoubé par George Bush dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ben Bernanke a été nommé président de la banque la plus puissante du monde, la Banque centrale des États-Unis. Il succède à Alan Greenspan qui assistait aussi à la passation de pouvoir. La nomination de cet économiste chevronné a été saluée par une envolée générale du cours de la bourse. Pendant ce temps-là, l'Irak comptait ses morts. Le dernier bilan du triple attentat contre des hôtels à Bagdad a fait état ce matin de 17 tués. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd si l'un des camions piégés n'avait pas été repéré à temps. Il s'agit de cette bétonneuse bourrée d'explosifs. Elle ne parviendra pas finalement jusqu'à sa cible. Le kamikaze a actionné sa charge avant. L'hôtel hébergeait tout ce que la capitale compte de journalistes et d'hommes d'affaires étrangers. Le terrorisme, on en reparle aujourd'hui avec le lancement d'une nouvelle génération de passeports mieux sécurisés. Des passeports à puce disponibles dès novembre en France, on l'a appris hier. Le premier exemplaire du genre a été remis à l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, Benoît Bringer.
Voici le passeport nouvelle génération. Rien de particulier à première vue, c'est pourtant le premier passeport électronique de l'Union européenne. Il a été présenté hier soir par l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. La nouveauté, c'est cette puce électronique. Dans la puce, vous avez toutes les informations qu'il y a dans un passeport normal, c'est-à-dire une photo, les renseignements biographiques et la signature. Une puce qui devrait rapidement contenir des données biométriques comme les empreintes digitales. Pour rentrer aux États-Unis, ce passeport sera indispensable à partir d'octobre 2006 pour les ressortissants de 27 pays, dont la France. La France, où les premiers passeports électroniques devraient être rapidement délivrés. Dès le mois prochain à Paris, puis sur l'ensemble du territoire au printemps 2006. Ces nouveaux passeports devraient bientôt contenir les empreintes digitales dans leur puce électronique. Mais sur ce point, le calendrier reste flou. Pas de passeport en revanche pour la grippe aviaire. Après la découverte d'un perroquet contaminé en Grande-Bretagne, la Commission européenne a décidé de renforcer son dispositif. Elle va proposer aujourd'hui un embargo total sur les importations commerciales d'oiseaux sauvages. En attendant, la maladie poursuit son chemin. En Indonésie, une 4e victime humaine a été officiellement confirmée ce matin, tandis qu'en Chine, un nouveau foyer de contamination a été recensé. Maud Ninov. Ce n'est peut-être qu'une question de temps pour qu'en Chine, le virus H5N1 ne se transmette aisément d'homme à homme. Information donnée par l'Organisation mondiale de la santé suite à un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'est du pays. 45 000 volailles ont été abattues, des mesures d'hygiène immédiatement mises en place. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun homme n'a encore été contaminé ici. Toutes les mesures de désinfection et de sécurité ont bien sûr été prises. Pour faire face au virus, ministres de la Santé et experts d'une 30aine de pays étaient hier réunis au Canada. Améliorer la détection, mettre au point des vaccins, mais surtout aider les pays pauvres, la lutte doit être mondiale. Aucun pays ne peut trouver seul la solution. Il faut travailler ensemble. C'est le but de cette conférence. En France, pour assurer les consommateurs, la Fédération des industries avicoles vient de créer un label. La cocotte bleu-blanc-rouge estampillée certifie que la volaille a été nourrie, élevée et abattue en France. Et puis message d'optimisme tout de même, il émane de l'Organisation mondiale de la santé. Elle estime que l'Europe pourra contenir le virus à condition bien sûr de s'y préparer. En France, un chiffre maintenant, celui de l'économie imposée cette nuit par les députés à l'État. Son déficit budgétaire en 2006 ne devra pas excéder les 46,5 milliards d'euros. C'est 240 millions de moins que ce qui avait été prévu. Et puis 240 millions, c'est aussi le montant de la cagnotte générée par les radars automatiques. Les députés ont voté l'affectation de vos amendes cette nuit. Elles iront à la prévention routière et au financement du permis à 1 euro. Autre financement débattu à l'Assemblée aujourd'hui, celui de la sécurité sociale. Pour 2006, le gouvernement prévoit de ramener le déficit de la Sécu en dessous des 9 milliards d'euros. Alors par quels moyens? On voit ça avec Cyril Zard. Réduire le déficit de la sécurité sociale, c'est la priorité de ce projet de loi. Pour 2006, le gouvernement entend ramener les pertes de la Sécu de 12 à 9 milliards d'euros. Pour y parvenir, les Français et les assureurs complémentaires seront mis à contribution. Mesure phare, pour tout acte médical de plus de 91 euros, hormis biologie et radiologie, un forfait de 18 euros sera à la charge du patient. Des efforts devront être consentis par l'industrie pharmaceutique. Matignon entend réaliser des économies grâce à une baisse du prix des médicaments de marque ayant un générique et grâce au déremboursement de 156 médicaments. Parmi les autres mesures, le renforcement de la lutte contre les arrêts de travail abusifs ou encore une meilleure maîtrise des achats effectués par les hôpitaux. L'examen de ces dispositions débute sous tension. La Mutualité française, les caisses d'assurance vieillesse et maladie se sont déjà prononcées contre ce projet de loi. Sociale, la grève se poursuit à Marseille, grève dans les bus et dans les tramways. Elle entre aujourd'hui dans sa 22e journée. Du coup, la mairie de la ville s'organise. Outre les bus gratuits, elle met en place à partir de ce matin un numéro vert pour faciliter le covoiturage. Et par ailleurs, le maire de la ville a tenu à faire une mise au point ce matin, puisque le conflit porte sur un partenariat avec une entreprise privée dans les transports en commun. Eh bien, il a précisé qu'en aucun cas, ce partenariat ne conduirait à une privatisation. C'était ici même, on l'écoute. Il n'y a pas de licenciement prévu. Au contraire, il y a 100 emplois qui seront créés. Par conséquent, il n'y a pas du tout de privatisation.
Et puis autre grève qui se profile, c'est la conséquence de l'ouverture du capital à EDF. La CGT et FO ont appelé hier soir les salariés à conduire des actions de protestation à partir du 8 novembre prochain. Une question maintenant, faut-il accorder le droit de vote aux immigrés en situation légale? Un débat relancé par Nicolas Sarkozy hier, à la surprise générale, il a répondu oui, une vague de plus dans un dossier qui en a déjà fait beaucoup ces 25 dernières années. Julien Bachelry. L'idée fait débat depuis 25 ans. Hier, Nicolas Sarkozy s'est dit personnellement favorable au vote des étrangers en situation régulière pour les élections municipales. La question revient donc au devant de la scène. En 1981, François Mitterrand en avait fait une de ses 110 propositions dans son programme politique. Depuis, l'idée revient régulièrement, mais fait long feu. Dans les années 90, le Parti communiste et les Verts défendent ardemment le droit de vote des étrangers aux municipales. Sur cette question, la gauche doit être offensive. Ça fait 20 ans qu'elle dit il faut accepter le vote des étrangers non communautaires dans notre pays. Et à chaque fois, on nous répond que ce n'est pas le moment. En mai 2000, les Verts déposent une proposition de loi qui reste sans lendemain. En 2002, Yves Gégaud, député UMP, se déclare très favorable à cette question. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy relance l'idée comme étant un élément logique d'une politique d'intégration réussie. Depuis le traité de Maastricht, certains étrangers peuvent déjà voter en France, ceux appartenant à l'Union européenne. Un mot sur Bernard Sainz, alias Docteur Mabuse, le fameux soigneur de cyclistes, récemment reconverti dans les chevaux. Eh bien, il semblerait qu'on tombe plus facilement de cheval que de vélo. Il a été écroué pour une affaire de dopage de chevaux de course. Son nom avait été abondamment cité dans plusieurs affaires de dopage, dont celle qui avait notamment fait scandale sur le Tour de France en 1998. Le show business s'est mobilisé hier soir pour Ingrid Betancourt. Une soirée de soutien a été organisée pour l'otage franco-colombienne. Cela fait 44 mois qu'elle est retenue dans la jungle par la rébellion des FARC. Reportage Loïc Delamornay, Alain Locasio. 3 années dans la jungle, ligoté, bâillonné, entouré de ces dingues, ces douces illuminés. Dans la jungle, c'est le nom de la chanson que Renaud a dédiée à Ingrid Betancourt. Et elle a déjà été lue par moi sur une radio en direct en Colombie. Et elle sera chantée et diffusée sur les radios colombiennes avant que le pouvoir en place, au bout de quelques jours, se rende compte de la portée, la gifle qu'ils prennent à travers ce texte et qu'ils la censurent. Hier soir, des milliers de spectateurs se sont réunis autour d'une trentaine d'artistes au théâtre du Rond-Point. Combien de siècles pour l'otage enchaîné? Ingrid Betancourt est détenue depuis 1339 jours et avec elle 4200 autres otages dans le pays. Les négociations avec la guérilla révolutionnaire sont au point mort. Alors les artistes français viennent en aide aux militants des droits de l'homme colombiens, espérant faire mieux que les politiques. C'est très touchant pour nous qu'un pays comme la France soit sensible à ce qui se passe dans la planète. Il y a quelques mois, un concert de soutien similaire avait été organisé pour une certaine Florence Aubenas. Hier soir, elle était dans la salle. Autre lueur dans la nuit, ce sera notre image de fin, celle du bâtiment des Nations Unies, illuminé pour le 60e anniversaire de l'organisation. Elle avait été créée au lendemain de la Seconde Guerre pour éviter justement un autre conflit mondial. Voilà, puis c'est pas 61, Laurent, c'est UN 60. Hein. Oui, oui. Voilà. Eh bien, c'était pas une erreur. Très bien. Merci Olivier, bonne journée, à demain. Le programme avant la fin de ce télématin, Christelle Balestrero se lavera les mains pour nous rendre visite. Plusieurs études montrent qu'une bonne hygiène des mimines évite la transmission de bon nombre de virus et de bactéries responsables de nombreux maux, grippe, gastro-entérite, rhinopharyngite. À quel moment se laver les mains, à quelle fréquence et comment? Le mode d'emploi, ce sera dans quelques instants avec Christelle Balestrero. Frédéric Gersal nous fera voyager dans le temps. Nous nous rendrons le 25 octobre 1440. Ce jour-là, on condamne à mort le compagnon de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais. Vous le connaissez mieux sous le nom de Barbe Bleue. Qui était-il vraiment? Nous cernerons la personnalité de Barbe Bleue avec notre historien Poitvin dans quelques instants. A tout de suite. Votre soirée sur France 2. Avec Audrey Tautou, montez à Paris et vous verrez le Montmartre de Jean-Pierre Jeunet. Puis Gwyneth Paltrow exorcise les secrets du passé dans Possession. Enfin, le cycle Tutoyer ses démons continue avec 3 courts-métrages. France 2. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Possession et Histoire courte. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée sur France 2.
Le hors-série vacances de particulier à particulier vient de sortir chez votre marchand de journaux. Dépêchez-vous. Comment un fromage si fondant peut être aussi fort? Si fort, si fondant. Le plaisir Saint-Agur. Si fort, si fondant. Ce n'est pas normal de s'isoler à cause d'un problème d'audition. Mon conseil, allez chez Audica vous informer sur leurs aides auditives numériques. Elles sont minuscules, se glissent au creux de l'oreille. Personne ne se doute de rien. Rien à régler, c'est automatique. Avec Audica, vous retrouverez tout le plaisir de bien communiquer avec les autres. Téléphonez au 0810 07 08 09. Audica, la réponse est là. La carafe filtrante Brita nouvelle génération, elle est esthétique et maligne. Brita filtre le tartre, le chlore, le plomb et préserve oligo-éléments et minéraux. Brita, ma source à la maison. Retrouvez le goût du vrai avec Fleury Michon. Jambon cuit en torchon. Noix de jambon rôti à la broche. Le meilleur du jambon. Jambon Fleury Michon. Elle est pas belle la vie? Dans la famille, tu as mal où? Je demande. Tu as mal au genou et tu as mal au dos. Mais j'ai mal à rien du tout. Logique, je prends Fitalgique. Douleurs articulaires? Ayez le déclic Fitalgique. Je m'appelle Bruno et je suis tout le temps en retard. C'est une vraie malédiction. Là, par exemple, c'est moi. Il m'arrive toujours des trucs bizarres, des contretemps qui m'empêchent d'être à l'heure. J'y peux rien, je me dis que c'est le destin. J'ai toujours des excuses incroyables, mais le pire, c'est qu'elles sont toutes vraies. Heureusement, grâce à la vidéo à la demande de MyLigne TV, c'est moi qui décide quand démarre le film. MyLigne TV, c'est aussi l'accès au meilleur des bouquets télé. MyLigne TV de France Télécom, prenez une télé d'avance. Sur une arme, les doigts noués, pour agresser, serrer les poings. Mais nos paumes sont pour aimer. Y a pas de caresse en fermant les mains. Très bien. Bonjour Christelle. De l'autre côté de l'Atlantique, là où on mange les hamburgers à pleine main et où on plonge à plein doigt dans les sachets de pop-corn ou de frites par exemple, on a, c'est aux États-Unis, organisé une semaine de la promotion de l'hygiène des mains. On va pas frimer et puis les montrer du doigt, nos amis américains, hein, parce que chez nous c'est pareil. Hein, non, chez nous c'est pareil. On n'a pas forcément une hygiène des mains exemplaire. Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont consacré une semaine complète à la prévention et à l'hygiène des mains. Alors, dans les écoles essentiellement, je suppose. Dans les écoles et puis campagne de publicité. Enfin bref, il y a vraiment une grande campagne de sensibilisation. Les derniers chiffres sur le sujet en ce qui concerne les Américains, 75% des hommes en sortant des toilettes publiques ne se lavent pas les mains, 91% des femmes. Voilà. En France, oui, 80. Vous voyez, les femmes se lavent plus souvent les mains en sortant des toilettes. En France, c'est pas mieux, nous ne sommes pas des maniaques de la savonnette. Hein. Une étude réalisée dans une chaîne de fast-food a montré que seulement 20% des gens qui consomment des hamburgers et des frites avec les mains se lavent les mains avec les doigts, se lavent les mains avant de se mettre à table. Quant à ceux qui vont aux toilettes avant de passer à table, ils ne sont que la moitié à se laver les mains en sortant et avant de se remettre à table. Vous voyez, c'est pas extraordinaire. Pourtant, on le sait, vraiment, le lavage des mains, c'est un geste simple pour prévenir de nombreuses maladies, la prolifération de nombreux virus. Exactement, de germes et de virus. Alors, comment se laver les mains, combien de temps, avec quoi, etc., etc. Voici les explications du docteur Salman. Est-ce important de se laver les mains? Les mains sales, c'est un vrai risque pour notre santé. Regardez, en ce moment, on parle beaucoup de grippe aviaire. Eh bien, figurez-vous qu'on parle des masques, c'est efficace, mais aussi, il faudra des gants. Des gants, parce qu'on se contamine avec des petites gouttelettes de tout, qu'on peut retrouver également sur les mains. Et bien évidemment, les mains à la bouche, ça va très vite, surtout qu'on mange des tas de produits directement avec les mains. Sinon, on risque d'avoir des gros microbes. Alors, c'est dangereux, parce que les mains sales, ça peut provoquer un certain nombre de maladies, des gastro-entérites. On parle beaucoup de salmonelle, de staphylo, tout simplement, des mains sales, ça suffit à rendre malade. Et les enfants, doivent-ils se laver les mains? Les enfants sont plus vulnérables encore, parce que d'abord, ils ont l'habitude de tout mettre
les mains à la bouche tout le temps, de manger avec les mains. Et puis on s'en aperçoit parce qu'il y a des infections qui sont spécifiques des enfants, comme les oxyures, c'est des parasites qu'on retrouve que chez les enfants, dont on ne retrouve beaucoup trop de cas aujourd'hui. Et donc les enfants sont très exposés par les mains sales, tout simplement à se rendre malades bêtement, alors qu'il suffisait de se laver les mains. Quand faut-il se laver les mains? Après les toilettes. D'abord, on met des savons. Et après, on va aux toilettes. Vous savez, si vous interviewez une dame pipi à la sortie dans un restaurant, vous serez complètement déprimé parce que les 3/4 des gens sortent directement sans se laver les mains. En tous les cas, il faut bien se laver les mains d'abord quand on sort des toilettes, avant de faire la cuisine et avant de passer à table. Des règles toutes simples et très efficace. Comment se laver les mains? Alors comment on se lave? De l'eau, du savon, bien savonné. Pensez aux espaces entre les doigts parce que c'est là où les germes ont tendance à se mettre davantage. Suffisamment longtemps, bien laver l'ensemble, bien faire mousser l'ensemble. Bien sécher ensuite les mains. Les serviettes jetables, etc., c'est très bien. Bien les sécher, qu'elles soient bien sèches. Quel savon faut-il utiliser? Alors pour bien se laver les mains, vous savez, je suis preneur de tout. Des lingettes, des savons bactéricides, du savon classique. T'as vu comme je lave bien les bras? Tout est bon. L'essentiel, c'est de se les laver avec les moyens du bord, ce que l'on a sur place. Ah, ça, qu'est-ce que ça fait du bien, une bonne douche? Alors, au hit parade, justement, là, on pianote au hit parade des surpopulations bactériennes. Il me semble que le clavier de l'ordinateur a, si je puis dire, détrôné la cuvette des toilettes. Voilà, clavier de l'ordinateur et combiné téléphonique, un chiffre, il y a 400 fois plus de bactéries, de germes sur le clavier d'un ordinateur et le combiné téléphonique de votre bureau que dans les cuvettes des toilettes. Donc, il faut rappeler que les germes qui sont responsables du rhume et de la grippe peuvent tenir 3 jours sur ces surfaces. Donc, ah oui, ils ont de la résistance. Voilà, ils ont de la résistance. Vous éternuez, vous ne vous lavez pas les mains, vous allez taper sur le clavier de votre ordinateur et après vos collègues vont venir taper aussi derrière vous, vont téléphoner et après tout le bureau va être contaminé, les germes prolifèrent et donc tout le monde sera malade. On peut qu'il y ait un pot au bureau avec voilà. des petites ouais, je vais pas vous faire l'histoire des cacahuètes et de l'urine ce matin, mais bon bref, même quand vous éternuez, quand vous vous mouchez, prenez le temps de vous laver les mains, ça c'est sympa pour les collègues. Et si les collègues ne le font pas, eh bien pourquoi pas, prenez des lingettes et essuyez le clavier de votre ordinateur et le combiné téléphonique pour pas, en cas d'infection, d'épisode infectieux. Bon. On a réussi à faire chuter l'absentéisme scolaire aux États-Unis de 50% uniquement en demandant dans une école aux enfants de se laver les mains. Ça a pris 1 mois et demi, 50% d'absentéisme en moins. Et le résultat est convaincant. Hein. Convaincant. Bon, juste 2 secondes pour vous dire. 20 secondes, un minimum. Pour. 20 secondes, c'est long, hein, 20 secondes. Oui, mais enfin bon, ça se trouve hein, plusieurs fois dans une journée. Oui. Merci Christelle, bonne journée. On va retrouver Frédéric Gersal maintenant et nous allons parler de Barbe Bleue. Héros ou bourreau? Peut-être les deux. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Oh oui, je vais où mes chansons. On va parler de Barbe Bleue ce matin. Yes. Il y a un peu plus de 500 ans, 565 ans, oui, jour pour jour. Il prenait un petit coup de chaud. Ah oui, il prenait un coup de chaud, surtout le verdict tombait, c'était le 25 octobre effectivement, condamné à mort pour crime, mais crime abominable. Mais c'est curieux parce que c'est un personnage à double facette, c'est un personnage qui a été quand même maréchal de France, un homme qui Je le disais, héros et bourreau. Et voilà, absolument. Je crois que là vous avez bien résumé, pratiquement j'aurais presque plus rien à dire, si ce n'est quand même en 2 mots quand même, rapidement. Il est né en 1404 à quoi, 25 km d'Angers à peu près, et il est issu d'une famille assez aisée, et il va obtenir bien des territoires. Il va succéder à son père qui meurt dans un terrible accident de chasse, éventré par un sanglier. C'est son grand-père qui va s'occuper de lui et qui va lui permettre de se rapprocher de Charles VII, qui a un tout petit royaume minuscule, ridicule, qui est combattu par les Anglais, par les Bourguignons. Et il est à Chinon en 1429 lorsqu'arrive une certaine Lorraine, une certaine Jeanne, qui arrive pour proposer ses services au roi. Alors on lui dit, bah oui, on veut bien que vous nous aidiez. Oui, mais moi je pense qu'on va pouvoir bouter les Anglais hors de France, vous allez voir, ça va se passer comme ci, comme ça. Mais oui, mais il faudrait peut-être un homme de guerre à vos côtés. Et c'est ce qu'on va lui proposer. On va lui proposer qui? Eh ben, notre Gilles de Rais, qui avec Jeanne va chevaucher. Alors on peut regarder quelques images. Ils vont chevaucher ensemble et ils vont bouter les Anglais hors de France. Elle a 17 ans, lui il en a 25.
Ils s'entendent comme... Ça marche bien entre eux, hein. Oui, ils s'entendent comme larron en foire. Voilà Gilles de Rais. C'est un sacré capitaine, hein. Il mène ses troupes au combat, il est le premier à se battre, il est le premier à les diriger. Et évidemment, lorsqu'il arrive à la cour, une cour très chiche, une cour très pauvre, lui, il a de très beaux habits, alors on le trouve un peu ridicule. Vous le disiez, il est assez aisé. Ah oui, il est très aisé même. Et c'est vrai qu'on le trouve un peu ridicule. Et puis, quand on le voit au combat, eh bien, on se dit, bah non, ça c'est vraiment l'homme qu'il fallait à la France. Et il chevauche avec Jeanne, et ensemble, ils vont emmener Charles VII se faire sacrer à Reims. Lorsque les combats s'arrêtent, que les Anglais sont boutés hors de France, Jeanne d'Arc va être arrêtée. Il va essayer de la sauver parce qu'il est horrifié de voir que personne ne lève le petit doigt, pas même le roi de France, Charles VII, ne bouge. Et il va rien pouvoir faire. À ce moment-là, il retourne dans son château, on le voit ici, un de ses nombreux châteaux de Vendée, de Poitou et d'Anjou. Et là, ça va être l'horreur. Il va basculer dans l'horreur, il va faire avec quelques hommes de main diaboliques, il va faire enlever des adolescents, des jeunes gens, qu'il va littéralement assassiner dans son château. On va en dénombrer plusieurs centaines. C'est l'horreur. Il achète, vous savez ce que c'est, on est en plein Moyen-Âge, il achète pour quelques piécettes, ou en tout cas il fait miroiter par ces gens, il fait miroiter quelques trésors ou quelques places pour le fils d'un modeste ou d'une modeste paysan, servante, voilà, et finalement il les attire. Et Charles Perrault, que l'on voit ici, écrira bien des années plus tard son Barbe Bleue, le Barbe Bleue, puisque c'est le titre exact de sa fable. Eh bien, ce Barbe Bleue, c'est Gilles de Rais qui lui a donné l'idée du personnage. Mais on en est bien loin, évidemment, entre Gilles de Rais et le Barbe Bleue de Charles Perrault. Il n'y a plus aucune commune mesure après, puisque Gilles de Rais est arrêté au mois de septembre 1440. Il est rapidement jugé. Il est placé devant un tribunal qui est à Nantes et qui est dirigé par l'évêque de Nantes, Jean de Malétroit. Et on lui pose la question, on lui dit, mais enfin quand même, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi avez-vous fait ça? Non, j'ai rien fait, j'ai absolument... Il nie tout. On apporte des témoins qui viennent, mais vraiment le pousser à bout. Non, il nie jusqu'au bout. Alors les gens commencent à douter, on se dit, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une cabale contre ce haut personnage, ce maréchal de France? Mais non, il n'y a pas de cabale, évidemment. Au moment crucial où l'évêque lui dit, puisque vous pensez avoir raison, jurez sur les évangiles, à ce moment-là, curieusement... Tout bascule. Oui, parce que malgré tous les crimes qu'il a pu commettre, il n'arrive pas à se parjurer, c'est-à-dire à jurer sur la Bible qu'il n'a rien commis. Et là, à ce moment-là, il rentre dans dans une sorte d'effroi de lui-même, de ce qu'il a pu faire. Et il avoue tout. Il avoue tout avec moult détails. Et à ce moment-là, bien sûr, il est jugé, condamné. La condamnation tombe immédiatement. Absolument. Il est condamné à être pendu, puis son corps sera brûlé en place de Nantes en ce mois d'octobre 1440. Très bien. Alors, ce qu'on retient de Gilles de Rais, effectivement, toute cette horreur a finalement pratiquement estompé tous ces faits d'armes. Ah oui, complètement. On en a oublié le personnage, le héros qu'il a été aux côtés de Jeanne d'Arc. Et finalement, on a gardé le souvenir de Jeanne d'Arc et de quelques capitaines comme La Hire, mais en tout cas pas Gilles de Rais. Merci Frédéric. À demain. Bonne journée, à demain. Le temps de cette journée, c'est Valérie Alexandre ce matin. Alors le temps de ce mardi, bonjour Valérie, c'est un petit peu, c'est une entrée de champ, mais alors remarquable, comme la pluie qui arrive par l'ouest. C'est vrai, exactement. Même situation qu'hier, pas trop de changement, toujours un temps plutôt perturbé sur le nord-ouest et puis un temps agréable dans le sud. On regarde tout de suite la carte pour ce matin. On retrouve cette perturbation qui est arrivée hier sur les côtes de la Manche. Alors on la retrouve des Charentes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec encore des vents assez forts à l'intérieur des terres, jusqu'à 70 km/h. Retour des éclaircies avec un ciel plutôt variable sur le Cotentin et sur la Bretagne. Des vents à 90 km/h sur les côtes. Et puis dans le sud, un ciel plutôt voilé et quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Alors, dans l'après-midi, on va retrouver cette perturbation encore, des Charentes, mais cette fois-ci jusqu'aux Ardennes. À l'arrière, toujours des éclaircies, toujours du vent, mais cette fois-ci jusqu'à 80 km/h. Toujours ce ciel voilé à l'avant de cette perturbation, quelques entrées maritimes et puis quelques petits nuages du côté de la Corse. Les températures pour ce matin. Alors elles sont douces et en hausse par rapport à hier et toujours au-dessus des normales saisonnières. 7 degrés du côté par exemple de Grenoble, 19 degrés à Saint-Jean-de-Luz, 14 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, elles seront aussi toujours très douces et toujours en hausse. 24 degrés, ça sera le maximal sur Saint-Jean-de-Luz et du côté d'Ajaccio. Et oui, à tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. Eh bien, puisque cette journée s'annonce plutôt douce, on vous souhaite donc une douce journée. Revenez demain, alors c'est ouvert entre 6h30 et 8h30, vous venez quand vous voulez. On va terminer ce télématin par un dernier point sur l'actualité.
Et on retrouve Elsa Palot. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonjour à tous. Faut-il accorder le droit de vote aux immigrés en situation régulière? Oui, a répondu hier Nicolas Sarkozy en déplacement à Calais. Le ministre de l'Intérieur a ainsi relancé un débat vieux de 25 ans en se déclarant favorable à ce droit de vote au municipal pour les étrangers installés de longue date en France. Pourtant, son propre camp est divisé sur cette question. Ce matin, sur notre antenne, l'UMP Jean-Claude Gaudin s'est d'ailleurs opposé à cette proposition, se disant plutôt favorable à certaines naturalisations. L'exercice s'annonce difficile. Les députés vont examiner à partir d'aujourd'hui le projet de financement de la sécurité sociale pour 2006. Un projet plutôt controversé. Le gouvernement veut en effet ramener le déficit sous la barre des 9 milliards d'euros. Mais la création d'un forfait de 18 € appliqué aux actes médicaux lourds supérieurs à 91 € suscite une certaine hostilité. Au programme également le déremboursement de 156 médicaments et le développement des génériques. La grippe aviaire à présent, les ministres français de l'Agriculture et de l'Écologie vont présenter ce matin les dernières dispositions de prévention du gouvernement contre la maladie. De son côté, la Commission européenne pourrait proposer un embargo temporaire sur les importations commerciales d'oiseaux sauvages après la mort d'un perroquet en Grande-Bretagne. En Asie, de nouveaux cas font leur apparition. L'Indonésie vient d'annoncer la mort d'une 4e victime de la maladie. La Chine, elle, a découvert un nouveau foyer de type H5N1 dans l'est du pays. 550 volatiles ont péri. Des mesures de quarantaine et de vaccination ont été prises. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs lancé un appel hier à la conférence d'Ottawa pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre une éventuelle épidémie. Enfin, l'état d'urgence a été décrété en Floride. L'ouragan Wilma a littéralement balayé cette région du sud-est américain, faisant au moins 4 morts. Plusieurs millions de personnes sont actuellement privées d'électricité. Les dégâts matériels sont très importants. Le Mexique, lui, ne s'en remet toujours pas. Des milliers de sinistrés attendent une aide humanitaire dans le Yucatan. Les touristes bloqués à Cancun devraient pouvoir bénéficier aujourd'hui de vols spéciaux pour rentrer chez eux. Les vols commerciaux, eux, sont toujours suspendus. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h, puis 13h. Très bonne journée à tous. À demain. C'était Télématin sur France 2 avec les volets roulants électriques Bubendorf. Opel lance le tout nouveau Zafira, flexible à l'extrême. Maïf, c'est quoi être assureur militant? Eh bien, par exemple, plutôt que de baisser les tarifs auto pour les uns et pas pour les autres, à la Maïf, nous baissons nos tarifs auto 2006 pour tous les particuliers, sans exception. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Maïf, assureur militant. Cueilli seulement quelques jours par an. Lipton thé blanc, le plus rare d'été. Du 1er au 31 octobre, c'est le mois pour moi chez Mediatis. Le mois pour moi, c'est un crédit à un taux de 2,9% rien que pour... Moi. Pour en profiter, appelez gratuitement Mediatis au 0800 800 800. 0800 800 800. Mediatis, vive le crédit. Jeudi 27 octobre, super loto d'Halloween de 20 millions d'euros.
Loto, à quel tour? Zen. Observez les lignes harmonieuses d'un monospace aux allures de berline. Découvrez une modularité et une finition exemplaires. Ford Focus C-Max, vous êtes zen. Et zen, vous resterez devant son prix exceptionnel de 17 990 €. Pour vos premiers verres progressifs, choisissez First d'Optique 2000. Votre monture est offerte. Pour toi, la vie va commencer. Optique 2000. Parce que les crispations de la peau finissent par faire des rides marquées, Garnier crée Ultra Lift, l'anti-ride dermodécrispant au gingérol de gingembre. Sélectionné parmi 12 000 ingrédients, les gingerols décrispent la peau. Résultat, en 1 heure, la peau se défroisse. En 15 jours, les rides diminuent. Même les rides marquées. Garnier Ultra Lift, l'anti-ride partenaire du Congrès mondial anti-âge. Garnier. La carafe filtrante Brita nouvelle génération, elle est esthétique et maligne. Brita filtre le tartre, le chlore, le plomb et préserve oligo-éléments et minéraux. Brita, Masso.